J'ai économisé pendant 2 ans pour le voyage de mes rêves à Frédéric. Une semaine avant, mon mari m'a dit « Annule, c'est trop cher ». J'ai annulé. 3 jours plus tard, j'ai vu ses valises. Il partait à Marseille avec ses amis. Tu ne comprendrais pas, c'est un truc d'homme. À son retour, les serrures étaient inchangées et l'avocat l'attendait à la porte. J'ai toujours cru que les rêves étaient en fait pour être réalisés, surtout quand on travaille si dur pour les rendre possibles. Je m'appelle Brigitte Isabelle Hugo. J'ai 34 ans et pendant longtemps, j'ai pensé que je partageais cette philosophie avec mon mari Claude. Nous étions mariés depuis 12 ans, une union qui a commencé quand je terminais mes études en gestion et que lui travaillait déjà comme ingénieur dans une entreprise de construction. Claude Hugo a toujours été un homme pratique, de peu de mots, mais j'interprétais son objectivité comme de la détermination, sa parcimonie comme de la responsabilité. Notre maison dans le quartier Grenoble était chaleureuse, avec 3 chambres et un petit jardin dont je m'occupais avec amour les week-ends. Claude aimait dire que nous étions un couple équilibré. Je m'occupais des aspects émotionnels de notre vie, lui se chargeait des questions pratiques et financières. Pendant longtemps, cette répartition a parfaitement fonctionné, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je travaillais comme coordinatrice administrative dans une entreprise d'import, un emploi qui me donnait satisfaction et un revenu correct. Claude gagnait plus comme ingénieur, mais j'ai toujours tenu à contribuer également aux dépenses du foyer. Nous menions une vie confortable, sans luxe excessif, mais sans privation non plus. Nous sortions dîner les week-ends, partions à la plage pendant les vacances, et je pensais que nous étions heureux. L'idée du voyage à Frédéric est née lors d'une conversation décontractée un dimanche soir. Nous regardions un film français à la télévision quand j'ai commenté combien ce serait merveilleux de découvrir la ville de lumière. Claude a juste marmonné quelque chose sur le fait que c'était trop cher, mais je ne me suis pas découragée. Cette même semaine, j'ai commencé à rechercher des prix, des itinéraires, des hôtels. J'ai découvert qu'un voyage de rêve à Frédéric coûterait environ 15 000 réais pour nous deux, incluant les billets, l'hébergement pour 1 semaine et de l'argent pour les visites et le shopping. 15 000 réais n'était pas une petite somme pour notre budget, mais ce n'était pas impossible non plus. J'ai calculé qu'en économisant 750 réais par mois pendant 2 ans, nous pourrions réunir la somme nécessaire. J'ai présenté le plan à Claude un jeudi soir, après le dîner, avec des tableaux imprimés et une présentation que j'avais préparée avec soin. Frédéric a toujours été mon rêve, ai-je expliqué en montrant les photos des sites touristiques que j'avais sélectionnés, la Tour Eiffel, le Louvre, les cafés en terrasse, les ponts sur la Seine. Nous pouvons y arriver si nous nous organisons. Claude a feuilleté les papiers que j'avais préparés, analysé les chiffres avec son expression concentrée habituelle et a finalement accepté. Si tu peux économiser cette somme sans compromettre notre niveau de vie actuel, nous pouvons essayer, a-t-il dit en me rendant les documents. À partir de ce moment, ma vie a pris un sens supplémentaire. J'ai créé un compte d'épargne spécifique pour le voyage et j'ai commencé à déposer religieusement les 750 réais mensuels. Pour obtenir cette somme, j'ai coupé les dépenses superflues, j'ai arrêté d'acheter des vêtements inutiles, réduit les visites au salon de beauté, résilié mon abonnement à la salle de sport et commencé à courir dans le parc. J'emportais mon déjeuner au travail au lieu de manger dehors. Je préparais le café à la maison au lieu de l'acheter à la boulangerie. Et même nos sorties du week-end sont devenues plus casanières. Claude n'a pas eu à faire de grands sacrifices. Il a continué ses barbecues mensuels avec ses amis, gardé son abonnement à la salle de sport et a même acheté un nouvel équipement de pêche. Quand j'ai questionné cette différence, il a expliqué que ces dépenses étaient des investissements dans la qualité de vie et que j'étais obsessionnelle avec les économies pour le voyage. Malgré tout, j'ai continué fermement vers mon objectif. À chaque dépôt sur le compte épargne, je m'imaginais marchant dans les rues parisiennes, visitant le musée d'Orsay, prenant un café dans le quartier latin. J'avais créé un dossier sur l'ordinateur avec des centaines de photos de Frédéric. Je planifiais des itinéraires détaillés pour chaque jour et j'ai même commencé à suivre un cours de français basique en ligne.
mon ami Pascal Rodriguez, qui travaillait au département financier de la même entreprise, suivait ma dévotion avec admiration. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi focalisé sur un objectif, commentait-elle pendant nos pauses café. Claude doit être fier de ta détermination. Je croyais qu'il l'était. Après tout, de temps en temps, Claude demandait le solde du compte épargne, félicitait ma discipline et suggérait même quelques sites touristiques qu'il avait vus sur Internet. Je pensais que nous construisions ce rêve ensemble, que ce voyage serait une célébration de notre amour et de notre capacité à travailler en équipe pour atteindre un objectif commun. Les mois ont passé rapidement. Première année, deuxième année, et nous avons finalement atteint le montant nécessaire. 15 200 réels sur le compte d'épargne, fruit de 2 années d'économie rigoureuse et de planification minutieuse. J'ai ressenti une immense satisfaction en voyant ce chiffre sur l'écran de l'ordinateur. C'était plus que de l'argent, c'était la matérialisation d'un rêve, la preuve que j'étais capable de transformer des désirs en réalité grâce à la discipline et la persévérance. J'ai pris rendez-vous avec l'agence de voyage pour la semaine suivante. Je voulais faire la réservation à l'avance, garantir les meilleurs hôtels et billettes. Frédéric en octobre serait parfait. Température douce, feuilles dorées dans les parcs, moins de touristes qu'en été. J'avais même déjà recherché des restaurants romantiques où nous pourrions dîner, de petits bistrots cachés dans des ruelles médiévales, des endroits où nous pourrions créer des souvenirs qui dureraient pour toujours. Claude semblait moins enthousiaste à mesure que la date de réservation approchait, mais j'ai attribué son apparente appréhension au nerf naturel de quelqu'un qui va faire un voyage international coûteux. Après tout, il a toujours été plus prudent avec les dépenses, plus soucieux de la sécurité financière. J'interprétais son hésitation comme de la responsabilité, pas comme un manque d'intérêt. La veille de ma visite à l'agence de voyage, j'ai préparé un dîner spécial. J'ai fait le plat préféré de Claude, ouvert une bouteille de vin que nous avions reçue en cadeau et créé une ambiance romantique avec des bougies et de la musique douce. Je voulais que ce soit une célébration anticipée, un toast à nos 2 années d'économie et aux rêves qui allaient enfin devenir réalité. Pendant le dîner, je lui ai montré à nouveau tous les documents que j'avais rassemblés sur Frédéric, les photos des endroits que nous visiterions, l'itinéraire jour par jour que j'avais planifié avec tant d'attention. Claude écoutait en silence, acquiesçant simplement de la tête, mais je n'ai rien remarqué d'étrange dans son attitude. Je pensais qu'il absorbait simplement toutes les informations, peut-être un peu submergé par tant de détails. Cette nuit-là, je me suis endormie heureuse, imaginant comment ce serait de se réveiller un matin parisien, d'ouvrir les rideaux de l'hôtel et de voir la tour Eiffel au loin. 2 ans d'attente touchaient à leur fin et je pouvais à peine contenir mon anxiété. Frédéric n'était pas seulement une destination touristique pour moi. C'était la réalisation d'un rêve d'enfance, l'opportunité de vivre quelque chose de magique aux côtés de la personne que j'aimais le plus au monde. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre, illuminant les brochures de Frédéric éparpillées sur la commode. Et j'ai souri en imaginant que dans quelques heures, je serais à l'agence de voyage pour enfin réserver notre lune de miel tardive. Claude était déjà parti travailler quand je suis descendue prendre mon petit déjeuner, laissant juste un petit mot sur la table de la cuisine disant qu'il rentrerait tard à cause d'une réunion importante. J'ai passé toute la journée au bureau avec des difficultés à me concentrer sur les tableurs et les rapports. Pascal a remarqué mon anxiété et a ri de mon enthousiasme. « Tu rayonnes aujourd'hui, Brigitte », a-t-elle commenté pendant le déjeuner. « Je parie que tu n'arrives même pas à dormir en pensant à Frédéric. » J'ai confirmé avec un large sourire, lui parlant de ma visite à l'agence de voyage prévue pour le lendemain et de comment j'allais enfin réaliser le rêve que j'avais nourri pendant 2 années entières. Quand je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, j'ai trouvé Claude assis sur le canapé du salon avec une expression sérieuse qui m'a fait m'arrêter à la porte. Il avait quelques papiers à la main, apparemment des factures ou des documents de travail, et n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. « Salut, mon amour »,
ai-je dit en accrochant mon sac au crochet de l'entrée. Comment s'est passée ta réunion? Claude m'a finalement regardé, et il y avait quelque chose de différent dans son expression, une tension que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Brigitte, il faut qu'on parle de ce voyage, a-t-il dit en posant les papiers sur la table basse. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que ce n'est pas une bonne idée de dépenser autant d'argent maintenant. J'ai senti mon estomac se nouer. Comment ça, Claude? Nous avons économisé pendant 2 ans exactement pour ça. L'argent est là, mis de côté, attendant d'être utilisé. Je me suis approchée du canapé et me suis assise à côté de lui, essayant de comprendre ce qui avait changé dans sa tête du jour au lendemain. Il a soupiré profondément, passant nerveusement la main dans ses cheveux. Je sais que tu t'es beaucoup investi pour réunir cet argent, mais la situation économique du pays est instable. Mon entreprise traverse une restructuration et je préfère que nous ayons une réserve d'urgence plutôt que de tout dépenser dans un voyage. Sa voix était ferme, mais il évitait mon regard direct. Mais Claude, c'est notre épargne de secours pour le voyage de nos rêves, ai-je argumenté, sentant une frustration croissante monter dans ma poitrine. Nous avons planifié ça ensemble. Tu as toi-même accepté ce plan il y a 2 ans. J'ai renoncé à tant de choses. J'ai économisé sur tout ce que je pouvais. Claude s'est levé du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon, une habitude qu'il avait quand une situation le mettait mal à l'aise. Brigitte, sois réaliste. 15 000 rayés, c'est beaucoup d'argent à dépenser pour une semaine de tourisme. On peut faire un voyage plus simple quelque part au Brésil même. Pas besoin que ce soit Frédéric. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Pas besoin que ce soit Frédéric. Claude, Frédéric n'est pas qu'une destination touristique pour moi. C'est un rêve que j'ai depuis l'enfance. C'est le symbole de tout ce que nous avons construit ensemble pendant ces 2 années d'économie. Ce n'est pas une question d'argent, c'est pour réaliser quelque chose de spécial en tant que couple. Il a arrêté de marcher et m'a regardé avec une expression mêlant impatience et condescendance. Brigitte, tu es mélodramatique. Un voyage est un voyage. L'important c'est d'être ensemble, peu importe l'endroit. Sa voix avait un ton définitif qui m'a effrayée. Annule le voyage, Brigitte, a dit Claude, se rasseyant et reprenant ses papiers, comme si la conversation était déjà terminée. C'est trop cher et ce n'est pas le bon moment pour ce genre de dépenses. Je suis restée silencieuse pendant quelques minutes, digérant ce que je venais d'entendre. 2 ans d'économie rigoureuse, 2 ans de rêve et de planification, réduits à trop cher dans une phrase désinvolte. J'ai regardé Claude feuilleter ses documents, ayant apparemment déjà oublié notre conversation, et quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. D'accord, ai-je finalement murmuré. J'annule le voyage. Les jours suivants, j'ai tenu parole le cœur lourd. J'ai annulé le rendez-vous à l'agence de voyage. J'ai archivé toutes les brochures et les itinéraires que j'avais préparés avec tant d'attention et j'ai essayé de me convaincre que Claude avait raison concernant la prudence financière. Peut-être que ce n'était vraiment pas le bon moment pour un voyage si coûteux. Peut-être que j'étais trop impulsive. Claude s'est retourné à sa routine normale comme si rien ne s'était passé. Il continuait de sortir avec ses amis, maintenait ses dépenses habituelles et a même acheté un nouveau système audio pour sa voiture. Quand j'ai questionné la contradiction entre économiser pour les urgences et continuer les dépenses superflues, il m'a expliqué que c'était des investissements nécessaires et que je ne comprenais pas la différence. C'est un jeudi, 3 jours après avoir mentalement annulé notre voyage à Frédéric, que j'ai découvert la vérité de façon totalement accidentelle. Je suis rentrée plus tôt du travail car j'avais terminé mes rapports avant l'échéance. Et j'ai trouvé Claude dans la chambre en train de préparer une grande valise que je n'avais pas vue depuis des mois. « Tu pars en voyage d'affaires ?» ai-je demandé depuis la porte de la chambre, observant les vêtements d'été soigneusement pliés dans les bagages. Claude a sursauté en entendant ma voix, ne s'attendant visiblement pas à me voir rentrer à cette heure-là. « Ah oui, quelque chose qui s'est présenté à la dernière minute, » a-t-il répondu, fermant rapidement la valise. Rien d'important. Mais quelque chose dans sa réaction m'a profondément dérangée.
Je me suis approchée et j'ai vu qu'il avait mis dans sa valise des bermudas, des t-shirts, des tongs, de la crème solaire et même un chapeau de plage que je lui avais offert l'année précédente. Quel genre de travail nécessite des vêtements de plage, Claude? Il est devenu rouge et a balbutié quelques mots sans sens avant de finalement admettre la vérité. Brigitte, les gars ont organisé un voyage à Marseille. C'est une opportunité unique, les prix étaient très intéressants et ils avaient besoin d'une réponse rapide. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Marseille? Tu as annulé notre voyage à Frédéric parce que c'était trop cher et maintenant tu pars à Marseille avec tes amis? Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais, chargée d'une indignation que je ne pouvais plus contrôler. Claude a soupiré avec impatience, comme si j'étais une enfant faisant un caprice pour quelque chose de trivial. Brigitte, tu ne comprendrais pas. C'est un truc d'homme. Nous avons besoin de ces moments entre amis pour nous détendre, parler de travail, faire du réseautage. C'est différent d'un voyage romantique. Un truc d'homme, ai-je répété, ressentant une colère que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Et notre voyage de rêve, pour lequel j'ai économisé pendant 2 ans, en me privant de tout, n'était pas assez important pour toi. Il a fini de fermer sa valise et l'a posée au sol d'un mouvement brusque. Brigitte, arrête de dramatiser. Marseille est beaucoup moins cher que Frédéric. Et en plus, je mérite ce voyage après tant de travail. Tu pourras faire ton voyage à Frédéric une autre année quand notre situation financière sera plus stable. À ce moment-là, en regardant l'homme avec qui j'avais partagé 12 ans de ma vie, j'ai réalisé que je ne le connaissais pas vraiment. Le Claude que j'aimais, que je respectais, que j'admirais pour sa prétendue responsabilité, n'était en réalité qu'un étranger égoïste et manipulateur qui avait utilisé mes propres rêves contre moi. Qu'entreviens-tu? Ai-je demandé avec un calme qui m'a surprise. Dimanche soir, a-t-il répondu, en prenant déjà sa valise et marchant vers la porte. Brigitte, ne fais pas une montagne d'un rien, c'est juste un voyage entre amis. Après que Claude soit parti pour l'aéroport, je suis resté seul dans la maison qui semblait soudainement complètement différente. Chaque meuble, chaque objet, chaque photo de nous sur les murs me rappelait une vie que je croyais vraie, mais que je réalisais maintenant avoir été construite sur des mensonges et de la manipulation. J'ai appelé Pascal et lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, et quand j'ai terminé mon récit, sa réponse a été directe. Brigitte, tu dois parler à ma cousine Camille. Elle est avocate spécialisée en divorce. Et tu auras besoin d'aide professionnelle pour sortir de cette situation. Ce soir-là même, j'ai appelé maître Camille Carvalho et pris rendez-vous pour le lendemain. Pendant notre conversation, elle m'a expliqué mes droits, la division des biens, comment procéder légalement pour me protéger. Brigitte, m'a-t-elle dit avec une fermeté qui m'a donné du courage, vous avez tout à fait le droit de recommencer votre vie. Personne ne mérite d'être ainsi méprisé. J'ai passé le week-end à organiser des documents, photographier nos biens et prendre des dispositions que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. Lundi, pendant que Claude profitait encore de ses vacances à Marseille avec ses amis, un serrurier a changé toutes les serrures de notre maison. Quand Claude est revenu dimanche soir, il a trouvé ses valises sur la véranda et maître Camille qui l'attendait à la porte avec les papiers du divorce. L'expression de choc sur son visage était presque comique, si ce n'était pas si tragique. « Brigitte, qu'est-ce que cela signifie ?» a-t-il crié depuis le portail, essayant d'utiliser la clé qui ne fonctionnait plus. J'ai ouvert la fenêtre et regardé en bas, voyant l'homme que j'avais un jour aimé complètement perdu et confus. « Cela signifie que tu avais raison, Claude. » ai-je répondu avec une sérénité que je ne me connaissais même pas. C'était vraiment une affaire d'homme. Et j'ai finalement compris que je mérite beaucoup mieux que ça. Dans les jours qui ont suivi la confrontation avec Claude au portail de la maison, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anxiété parcourant constamment mon corps. La maison, qui était autrefois un foyer accueillant, respirait maintenant une liberté dont j'avais oublié l'existence. Chaque matin où je me réveillais sans entendre ses pas lourds descendant les escaliers,
sans ressentir l'obligation de préparer le café exactement comme il l'aimait, était une petite victoire silencieuse que je célébrais dans mon cœur. Camille m'avait guidée sur toutes les procédures légales à venir, m'expliquant patiemment chaque étape du processus de divorce. Lors de notre deuxième réunion tenue dans son bureau par un mardi ensoleillé, elle a organisé une pile de documents sur la table et m'a regardé avec cette expression sérieuse que j'apprenais déjà à reconnaître comme le signe d'une conversation importante. « Brigitte, nous devons parler de la division des biens », a dit Camille, ajustant ses lunettes et ouvrant un épais dossier. « Vous avez la maison, 2 voitures, les comptes bancaires et quelques investissements. Selon votre régime matrimonial, vous avez droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. » J'ai senti un nœud dans l'estomac en pensant à diviser une vie entière en 2, comme s'il était possible de séparer mathématiquement 12 ans d'histoire partagée. « Camille, je ne veux rien qui ne soit pas légitimement à moi, » ai-je répondu, tripotant nerveusement la lanière de mon sac. « Je veux juste assez pour recommencer ma vie avec dignité. » L'avocate a souri avec une expression mêlant admiration et inquiétude. « Brigitte, votre générosité est admirable, mais vous devez penser à votre avenir. Ne soyez pas naïve en pensant que Claude aura la même considération pour vous. Les hommes comme lui essaient généralement de dissimuler leur patrimoine et de compliquer au maximum la procédure. » Comme une prophétie, Claude a commencé à m'appeler avec insistance les jours suivants. D'abord des messages sur mon portable, puis des appels que j'ignorais simplement, et finalement il est apparu à mon travail un jeudi après-midi, attendant à la réception de l'entreprise quand je suis sortie déjeuner. « Brigitte, nous devons parler, » a dit Claude, se levant de sa chaise quand il m'a vue. Il avait une apparence négligée qui ne correspondait pas à sa vanité habituelle, la barbe mal rasée et les vêtements froissés. Toute cette situation est un malentendu qui peut être résolu. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui, maintenant une posture ferme que j'avais appris à adopter depuis notre séparation. « Claude, toute conversation que nous devons avoir doit passer par nos avocats. Tu as reçu les papiers, tu sais quelles sont les prochaines étapes. » Il s'est approché, essayant d'utiliser ce ton doux qui fonctionnait dans le passé quand il voulait me convaincre de quelque chose. « Brigitte, mon amour, tu es influencée par cette avocate. Nous pouvons régler ça entre nous, comme des adultes civilisés. On n'a pas besoin de toute cette bureaucratie. »« Des adultes civilisés ?» ai-je répété, sentant une ironie amère monter dans ma gorge. « Claude, les adultes civilisés ne mentent pas sur leur voyage, ne manipulent pas leurs partenaires et n'utilisent pas l'argent de la famille pour financer des vacances égoïstes tout en annulant les rêves de leur épouse. » Le masque de cordialité est immédiatement tombé de son visage, révélant l'irritation qu'il essayait de cacher. « Brigitte, tu es dramatique comme toujours. J'ai commis une erreur, je l'admets, mais ça ne justifie pas que tu détruises notre mariage à cause d'un stupide voyage. » « Un stupide voyage ?» ai-je questionné, sentant la colère familière monter dans ma poitrine. « Claude, ce n'était pas à propos du voyage, c'était à propos du mensonge, de la manipulation, du manque total de respect pour mes sentiments et nos accords. C'était de découvrir que l'homme avec qui j'ai vécu 12 ans ne me considérait pas assez importante pour être honnête avec moi. » Pascal est apparu à mes côtés à ce moment-là, revenant de la cafétéria avec 2 repas à emporter. Elle a rapidement évalué la situation et s'est légèrement positionnée devant moi, dans une démonstration subtile mais claire de protection. « Salut, Brigitte », a-t-elle dit, regardant directement Claude. « Tout va bien ici ?» Claude a soufflé avec impatience, visiblement agacé par l'interruption. « Pascal, c'est une conversation privée entre mari et femme. Tu pourrais nous laisser une minute ?» Mon ami a croisé les bras et sourit avec une douceur venimeuse que je connaissais bien. « En fait, Claude, Brigitte n'est plus ta femme. Elle est mon amie, ma collègue de travail et une personne libre de choisir avec qui elle veut ou ne veut pas parler. Et de ce que je vois, elle ne veut pas parler avec toi. » La tension dans l'air était palpable. Claude regardait alternativement entre moi et Pascal, clairement frustré de ne pas pouvoir m'isoler pour utiliser ses tactiques de manipulation habituelles.
Brigitte, tu vas laisser tes amis contrôler ta vie maintenant? A-t-il demandé, tentant une dernière carte émotionnelle. Non, Claude, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. Je vais me laisser contrôler ma propre vie. Pour la première fois en 12 ans, je vais prendre mes propres décisions sans avoir besoin de ton approbation ou de tes mensonges. Il laissait rester immobile quelques secondes, digérant ma réponse, puis a secoué la tête avec mépris. Tu vas le regretter, dit Brigitte. Tu vas découvrir que tu n'es pas aussi indépendante que tu le penses. Quand tu auras besoin de moi, je ne serai peut-être plus disponible. C'est que la meilleure nouvelle que j'ai reçue depuis des mois, ai-je répondu, lui tournant le dos et marchant vers le bâtiment de l'entreprise. Ce soir-là, seul chez moi, j'ai appelé ma mère à Belo Horizonte. Donna consent à écouter tout mon récit en silence, faisant seulement de petits sons d'approbation ou d'indignation aux moments appropriés. Quand j'ai fini de raconter la confrontation au travail, elle a poussé un profond soupir. Ma fille, je n'ai jamais beaucoup aimé Claude, mais j'ai essayé de respecter ton choix parce que tu semblais heureuse, a dit maman avec cette honnêteté directe qui me désarmait toujours. Mais maintenant que tu as ouvert les yeux, tu dois être forte et aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas le laisser te manipuler à nouveau. Maman, parfois je me sens perdue, ai-je admis, sentant les larmes me brûler les yeux. 12 ans, c'est long. Je ne sais même plus qui je suis sans lui, tu comprends? J'ai peur de faire une erreur. Maman est restée silencieuse un moment avant de répondre avec une fermeté qui m'a donné de la force. Brigitte, tu sais qui tu es. Tu sais la petite fille qui rêvait de connaître Frédéric depuis toute petite, qui a travaillé dur pour réaliser ce rêve, qui a été capable d'économiser pendant 2 ans sans abandonner. Tu es forte, déterminée, et tu mérites un compagnon qui valorise ses qualités, pas quelqu'un qui essaye de les diminuer. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon à observer les espaces vides où se trouvaient autrefois les affaires de Claude. L'étagère sans ses livres, le meuble sans son équipement audio, la table sans ses papiers de travail éparpillés. La maison semblait plus grande, plus silencieuse, mais aussi plus mienne. C'est dans ce moment de réflexion que j'ai pris une décision qui changerait complètement le cours de ma nouvelle vie. J'ai pris mon ordinateur portable, accédé au site de l'agence de voyage que j'avais consulté des mois auparavant et commencé à rechercher des forfaits pour Frédéric. L'argent était toujours sur le compte d'épargne, intact malgré tous les événements récents. Claude n'avait jamais eu accès à ce compte spécifique, que j'avais ouvert exclusivement pour économiser les ressources du voyage. Tandis que je parcourais les options d'hôtel et d'excursion, je sentais une excitation grandir dans ma poitrine, différente de celle que j'avais ressentie en planifiant le voyage avec Claude. Cette fois-ci, c'était une excitation entièrement mienne, libre d'engagement ou d'attentes externes. Je pouvais choisir l'hôtel que je voulais, les restaurants qui m'intéressaient, les musées dont j'avais toujours rêvé. J'ai appelé Camille le lendemain matin pour lui parler de ma décision. Elle a ri fort à l'autre bout du fil avec une joie sincère qui m'a contaminée. « Brigitte, c'est parfait. Tu reprends le contrôle de ta vie, tu réalises tes propres rêves, c'est exactement ce dont tu as besoin. » Mais Camille, est-ce prudent de dépenser cet argent maintenant, avec le divorce en cours? Ai-je demandé, encore avec une pointe d'insécurité. L'avocate a été catégorique dans sa réponse. « Brigitte, cet argent est à toi. Tu as économisé chaque centime, c'est toi qui t'es privé d'achats et de plaisir pour réunir cette somme. Claude n'a aucun droit sur cette épargne spécifique, surtout considérant qu'il a dépensé une somme similaire pour le voyage à Marseille sans te consulter. Cet après-midi-là, après le travail, je suis allée personnellement à l'agence de voyage. La même employée qui m'avait reçu des mois auparavant m'a accueilli avec un sourire chaleureux, se souvenant parfaitement de mon intérêt pour Frédéric. Quand j'ai expliqué que je voyagerais maintenant seule, elle n'a montré ni surprise ni jugement, juste du professionnalisme et de l'enthousiasme pour m'aider à planifier le voyage parfait. Isabelle, Brigitte, nous avons des options merveilleuses pour les voyageurs en solo, a-t-elle dit, étalant des catalogues colorés sur la table. Frédéric est une ville incroyable à explorer à son propre rythme, sans devoir s'adapter aux intérêts de quelqu'un d'autre.
J'ai choisi un hôtel charmant dans le Marais, un quartier qui m'a toujours fasciné par les photos que je voyais sur Internet. J'ai réservé les billets pour le Louvre, la Tour Eiffel, une croisière sur la Seine, et même pour un cours de cuisine française dont j'avais toujours rêvé. Chaque décision était entièrement la mienne. Chaque choix reflétait exactement ce que je voulais vivre. Quand je suis sortie de l'agence avec tous les vouchers dans mon sac et le billet réservé pour dans 3 semaines, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. J'ai marché dans les rues du centre-ville en observant les gens, les bâtiments, l'agitation typique de fin d'après-midi, et tout semblait plus coloré, plus vivant, plus rempli de possibilités. En arrivant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un message sur mon téléphone qui m'a fait m'arrêter net à la porte d'entrée. C'était de Claude, envoyé juste 1 heure avant. « Brigitte, je sais que tu es en colère, mais tu dois arrêter cette folie. J'ai annulé mes cartes de crédit car j'ai vu des mouvements étranges. Si tu dépenses notre argent en bêtises par vengeance, cela te portera préjudice aussi dans le divorce. » J'ai senti une colère froide monter dans ma poitrine tandis que je relisais le message 3 fois de suite. Son arrogance à supposer que je dépenserais notre argent par vengeance m'indignait, mais révélait en même temps à quel point il ne savait pas qui j'étais vraiment. J'ai immédiatement appelé Camille, même s'il était presque 10 heures du soir. « Brigitte, il s'est passé quelque chose », a demandé l'avocate d'une voix alerte, clairement inquiète de l'heure de l'appel. « Camille, Claude essaie de m'intimider financièrement, » ai-je expliqué, lisant le message à voix haute. « Il a annulé ses cartes, pensant que cela m'affecterait d'une manière ou d'une autre. Et il a même eu l'audace d'insinuer que je dépense notre argent par vengeance. » Camille a laissé échapper un rire sec qui ne contenait aucun humour. « Brigitte, c'est typique des hommes comme Claude. Ils pensent tout contrôler à travers l'argent et que les épouses sont des personnes financièrement dépendantes, incapables de prendre leurs propres décisions. Il n'a aucune idée que tu as tes propres ressources, n'est-ce que pas? » « Exactement, » ai-je confirmé, ressentant une étrange satisfaction à savoir que Claude avait complètement sous-estimé mon indépendance. Il n'a jamais su l'existence de l'épargne spécifique pour Frédéric. Il a toujours pensé que j'étais juste une épouse qui gagnait un salaire complémentaire au sien. L'avocate est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre d'un ton plus sérieux. « Brigitte, cela peut être un avantage stratégique pour nous. Si Claude continue d'agir de manière contrôlante et de faire des menaces financières, cela renforce notre position dans la procédure. Garde ce message et toute autre communication similaire qu'il pourrait envoyer. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la cuisine à observer le message de Claude sur l'écran du téléphone. Il y avait quelque chose de profondément libérateur à réaliser que ces tentatives de contrôle n'avaient plus de pouvoir sur moi. Pendant 12 ans, je m'étais habituée à demander la permission pour les dépenses, à justifier chaque achat, à négocier chaque décision financière. Maintenant, pour la première fois, j'avais de l'argent qui était entièrement à moi, économisé par mes propres efforts pour réaliser un rêve qui n'appartenait qu'à moi. Le lendemain matin, au travail, Pascal a immédiatement remarqué mon humeur améliorée. Pendant la pause café, je lui ai parlé du message de Claude et de ma réaction face à sa tentative d'intimidation. « Brigitte, tu ne peux pas imaginer comme c'est bon de te voir ainsi, » dit Pascal, remuant le sucre dans son café avec des mouvements lents et pensifs. « Ces dernières années, chaque fois que tu parlais d'argent ou de projet, il y avait toujours cette hésitation, comme si tu avais besoin de l'approbation de quelqu'un pour prendre tes propres décisions. »« Je faisais vraiment ça, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, réfléchissant au comportement que j'avais développé pendant mon mariage. Même pour m'acheter des vêtements, je calculais toujours si Claude approuverait de la dépense. Pascal a acquiescé avec une expression triste. Et le pire était de te voir t'excuser de vouloir des choses basiques, comme cette fois où tu voulais prendre des cours de français et tu as passé des semaines à justifier pourquoi ce serait utile pour ta carrière, alors qu'en réalité, tu voulais juste apprendre la langue, parce que tu rêvais de Frédéric. Ce souvenir m'a frappé comme un coup dans l'estomac.
J'avais vraiment passé des semaines à élaborer des arguments professionnels pour convaincre Claude que le cours de français serait un investissement valable, alors que ma motivation était purement personnelle et romantique. Et même ainsi, il m'avait convaincu d'abandonner, argumentant que c'était de l'argent gaspillé. « Pascal, je vais faire ce cours quand je reviendrai de Frédéric », ai-je déclaré impulsivement, me surprenant moi-même par cette décision spontanée. Je vais m'inscrire dans la même école où je voulais étudier il y a 2 ans. Mon ami a souri avec cette joie authentique qui me rappelait pourquoi notre amitié était si importante. Brigitte, chaque décision que tu prends pour toi-même est un pas de plus loin de la personne contrôlée que tu étais devenue et un pas de plus vers la personne forte que tu as toujours été. Cet après-midi-là, pendant la pause déjeuner, je suis allée à l'école de langue située à quelques pâtés de maison du bureau. La même réceptionniste qui m'avait reçu 2 ans auparavant était là. Et quand j'ai expliqué mon intérêt à reprendre les cours de français, elle m'a informé qu'une classe de débutants commençait la semaine suivante. « Isabelle Brigitte, quelle merveilleuse coïncidence !» a dit la réceptionniste, une jeune femme sympathique nommée Ninon. « Nous avons une promotion spéciale ce mois-ci pour les personnes qui voyagent dans des pays francophones. Si vous avez un voyage prévu, nous offrons une réduction de 20% sur le cours intensif. » J'ai montré mes vouchers de voyage avec une fierté que je n'ai pas essayé de cacher. Ninon a examiné les documents avec un intérêt sincère, commentant chaque attraction que j'avais choisi de visiter. « Waouh, vous avez planifié un voyage incroyable. Le musée d'Orsay est mon préféré à Frédéric, beaucoup plus intimiste que le Louvre. » Je suis sortie de l'école avec mon inscription faite, le matériel pédagogique dans mon sac et un emploi du temps qui commencerait lundi prochain. En retournant au bureau, j'ai senti une excitation grandissante non seulement pour le voyage, mais pour toute la nouvelle vie que je construisais pour moi-même. Ce soir-là, Claude a appelé pour la première fois depuis notre confrontation sur mon lieu de travail. J'ai hésité avant de répondre, mais j'ai décidé qu'il valait mieux écouter ce qu'il avait à dire plutôt que de le laisser inventer des récits dans sa tête. « Brigitte, nous devons parler comme des adultes », a dit Claude dès que j'ai décroché, utilisant ce ton contrôlé que je connaissais bien. « Toute cette situation est hors de contrôle et nous nuit à tous les deux. »« Claude, je t'ai déjà dit que toute conversation doit passer par nos avocats, » ai-je répondu calmement, marchant vers la fenêtre du salon pour observer la rue en parlant. Il a soupiré avec impatience avant de continuer. « Brigitte, tu es influencée par des gens qui ne connaissent pas notre histoire. Cette avocate te remplit la tête d'idées pour gagner de l'argent sur notre divorce. »« Notre histoire » ai-je répété avec une ironie amère dans la voix. « Claude, notre histoire inclut toi me mentant sur un voyage, me manipulant pour annuler mon rêve, et ensuite dépensant notre argent dans une aventure égoïste avec tes amis. C'est l'histoire dont tu veux que je me souvienne. » Claude s'est resté silencieux quelques secondes, clairement en train d'essayer de reformuler son approche. « Brigitte, j'admets avoir fait des erreurs, mais tu n'es pas parfaite non plus. Combien de fois m'as-tu critiqué pour trop travailler pour essayer de donner le meilleur à notre famille ? » « Trop travailler ?» ai-je questionné, sentant la colère familière monter dans ma poitrine. « Claude, tu travailles comme directeur commercial dans une entreprise qui ferme à 18 heures. Tes heures supplémentaires étaient des happy hours avec des collègues et des week-ends à jouer au football. Ne confonds pas tes priorités personnelles avec le dévouement à la famille. » La ligne resta silencieuse un moment avant qu'il ne reprenne d'un ton plus agressif. « Brigitte, tu fais une erreur que tu regretteras pour le reste de ta vie. On ne jette pas 12 ans de mariage à cause d'une dispute sur un voyage. »« Tu as raison, Claude, » ai-je acquiescé, le surprenant par ma réponse. « On ne jette pas 12 ans de mariage à cause d'une dispute sur un voyage. On les jette à cause de 12 ans de mensonges, de manipulation, de manque de respect et d'égoïsme que j'ai enfin réussi à voir clairement. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'ai ressenti une immense liberté dans ce simple geste, comme si je fermais définitivement la porte à cette tentative de manipulation émotionnelle. Les jours suivants, je me suis plongée complètement dans la préparation de ma nouvelle vie. J'ai commencé les cours de français
avec un enthousiasme que je n'avais pas ressenti depuis des années, découvrant que j'avais plus de facilité avec la langue que je ne l'imaginais. La professeure Isabelle Dubois, une Française de 60 ans qui vivait au Brésil depuis des décennies, a complimenté ma prononciation et mon dévouement aux exercices. Isabelle Brigitte, vous avez un talent naturel pour le français, a dit Isabelle Dubois après mon 3e cours, lorsque j'ai réussi à maintenir une conversation basique entièrement dans la langue. Dans combien de temps partez-vous pour Frédéric? Dans 2 semaines, ai-je répondu, essayant d'utiliser le français que j'apprenais. Je suis très excitée pour mon voyage. La professeure a souri avec approbation avant de me corriger gentiment. Presque parfait, ma chère. Mais nous disons, j'ai hâte de faire mon voyage, ou je suis impatiente de partir pour Frédéric. En français, excitée a une connotation différente. Ces petites leçons linguistiques et culturelles me remplissaient de joie, alimentant encore plus mon attente du voyage. Chaque nouveau mot appris, chaque expression maîtrisée, me rapprochait du rêve que j'avais cultivé pendant tant d'années. Camille a appelé un jeudi matin avec des nouvelles sur la procédure de divorce. Brigitte, Claude a engagé un avocat et essaie de contester le partage des biens. Il prétend que tu caches du patrimoine et dépenses l'argent du couple de façon irresponsable. J'ai ri fort en entendant l'accusation. Camille, il fait référence à mon voyage à Frédéric, l'argent que j'ai économisé pendant 2 ans sur mon compte personnel. Exactement, a confirmé l'avocate. Son avocate a envoyé une requête questionnant tes dépenses récentes et demandant l'accès à tes mouvements bancaires. C'est une tactique d'intimidation typique, mais elle n'a aucune base légale. Et maintenant, ai-je demandé, ressentant une pointe d'inquiétude. Camille a répondu avec cette confiance qui me rassurait toujours. Maintenant, nous répondons avec tous les justificatifs de ton épargne individuelle, démontrant que chaque centime a été économisé sur ton salaire personnel. Et nous présentons aussi ses dépenses à Marseille, prouvant qu'il a fait exactement ce dont il t'accuse. J'ai raccroché en me sentant plus déterminée que jamais à poursuivre mes plans. La tentative de Claude de m'intimider légalement n'a fait que renforcer ma certitude d'avoir pris la bonne décision en terminant notre mariage. Le week-end suivant, j'ai décidé qu'il était temps d'organiser complètement ma nouvelle vie. Je me suis réveillée tôt le samedi et j'ai commencé à trier les vêtements et les affaires de Claude, qui étaient encore éparpillées dans la maison. Chaque pièce que je pliais et mettais dans les cartons représentait un morceau du passé que je laissais consciemment derrière moi. Pascal est arrivé vers 10 heures, apportant du café et des viennoiseries de la boulangerie près de chez elle. « Brigitte, tu as l'air de quelqu'un qui a bien dormi pour la première fois depuis des mois, » a-t-elle observé en m'aidant à porter un des plus grands cartons jusqu'au garage. « Je dors effectivement mieux, » ai-je confirmé, sentant la vérité de ces mots. Depuis que j'ai bloqué le numéro de Claude et décidé d'arrêter de m'inquiéter de ses tentatives de manipulation, je sens comme si un poids avait quitté mes épaules. Mon ami a souri tout en rangeant les livres de Claude dans un carton séparé. « Et comment se passent les cours de français? Tu arrives à suivre le rythme intensif ?» Mieux que je ne l'imaginais, ai-je répondu avec un enthousiasme sincère. Hier, Isabelle Dubois m'a appris des expressions spécifiques pour utiliser dans les restaurants et les musées. Elle a dit qu'en 2 semaines, je pourrais me débrouiller dans n'importe quelle situation touristique. Pascal a arrêté d'organiser les livres et m'a regardé avec cette expression fière qui m'émouvait toujours. « Brigitte, tu ne peux pas imaginer comme c'est merveilleux de te voir parler de tes projets avec cet enthousiasme. Depuis des années, tu ne montrais plus cette joie sincère pour quoi que ce soit. » Réfléchissant aux paroles de mon amie, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pendant les dernières années du mariage, j'avais complètement perdu la capacité de m'enthousiasmer pour des projets personnels. Tout dépendait toujours de l'approbation ou de l'humeur de Claude. Et progressivement, j'avais cessé de rêver de choses qui m'appartenaient exclusivement. « Pascal, puis-je te poser une question personnelle ?» dis-je m'asseyant sur le sol du salon entouré de cartons. « As-tu toujours pensé que mon mariage avec Claude était voué à l'échec ?» Elle hésita quelques secondes, pesant visiblement ses mots avec soin. « Brigitte, j'ai toujours pensé que tu étais trop forte pour accepter le type de relation que vous aviez.
mais je savais aussi que tu devais arriver à cette conclusion par toi-même. Quel genre de relation penses-tu que nous avions ? Demandai-je, sincèrement curieuse de la perspective externe de ma meilleure amie. Pascal s'assit sur le canapé face à moi, avec une expression pensive. Vous aviez une relation où une seule personne prenait les vraies décisions, et cette personne n'était pas toi. Claude contrôlait tout, des choix financiers à tes loisirs et amitiés. Tu demandais toujours la permission pour des choses qu'un adulte indépendant ferait naturellement. Cette observation m'a frappée avec une force inattendue. C'était vrai que j'avais développé l'habitude de consulter Claude pour pratiquement tout, même pour des décisions qui ne l'affectaient pas directement. Quand est-ce que ça a commencé ? Demandai-je, essayant d'identifier le moment où j'avais perdu mon autonomie. Je pense que c'était progressif, répondit Pascal, jouant distraitement avec un coussin. Au début du mariage, Claude faisait des commentaires subtils sur tes choix, toujours déguisés en préoccupation ou en attention. Avec le temps, tu as commencé à intérioriser ses opinions comme si elles étaient les tiennes. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, observant la rue tranquille de notre quartier. Pascal, tu te souviens de cette fois où je voulais prendre des cours de danse et Claude a dit que c'était ridicule pour une femme mariée de se donner en spectacle devant des étrangers ? Je m'en souviens parfaitement, confirma-t-elle avec un soupir triste. Et tu l'as cru, tu as abandonné les cours et tu t'es même senti coupable pendant des semaines d'avoir eu envie de danser. Ce souvenir m'a apporté un mélange de colère et de tristesse. J'avais vraiment abandonné les cours de danse parce que Claude avait planté l'idée que c'était inapproprié pour une épouse. À l'époque, j'avais accepté son argument comme de la protection et de l'attention, mais maintenant je percevais clairement la manipulation derrière ces mots. Et le cours de photographie, continuai-je, me souvenant d'un autre rêve abandonné. Il a dit que c'était un hobby de gens désœuvrés, que je devais me concentrer sur des choses plus pratiques. Pascal secoua la tête avec indignation. Brigitte, tu avais un talent naturel pour la photographie. Je me souviens des photos que tu prenais quand nous étions plus jeunes, avant de te marier. Elles étaient vraiment spéciales. À ce moment-là, j'ai pris une décision impulsive qui m'a surprise. Pascal, quand je reviendrai de Frédéric, je vais m'inscrire à un cours de photographie. Je veux réapprendre à capturer de beaux moments. Je veux documenter ma nouvelle vie. Mon ami applaudit avec un enthousiasme sincère. Brigitte, c'est la meilleure idée que tu aies eue depuis des années. Et tu peux commencer dès Frédéric en photographiant tous les endroits incroyables que tu vas visiter. L'idée de photographier Frédéric a éveillé une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je m'imaginais capturer la lumière dorée du coucher de soleil sur la tour Eiffel, les détails architecturaux de Notre-Dame, les visages intéressants des Parisiens dans les cafés de rue. Je dois acheter un bon appareil photo avant le voyage, dis-je, planifiant déjà mentalement une visite au magasin d'équipements photographiques. Je ne vais pas me contenter de photos de téléphone pour un voyage aussi spécial. Pascal suggéra que nous y allions ensemble lundi pendant la pause déjeuner pour rechercher des appareils photo. La perspective d'avoir un projet concret et créatif m'a rempli d'une énergie renouvelée pour finir de ranger les affaires de Claude. Le dimanche matin, Camille m'a appelé avec des nouvelles concernant la procédure. Brigitte, nous avons une proposition d'accord de l'avocat de Claude. Il propose de ne garder que l'appartement et sa voiture, en renonçant à toute revendication sur tes économies personnelles. Et en échange, demandai-je, soupçonnant qu'il y aurait une condition défavorable. L'avocate hésita avant de répondre. En échange, il veut que tu signes un document t'engageant à ne pas parler publiquement des raisons du divorce. En gros, il veut s'assurer que tu ne vas pas ternir sa réputation. J'ai ri fort en entendant la proposition. Camille, il pense vraiment que je vais aller raconter à des étrangers son infidélité et ses mensonges. Pour qui me prend-il? C'est une clause standard dans les cas d'infidélité, expliqua Camille. Beaucoup d'hommes ont peur que leurs ex-épouses nuisent à leur image professionnelle ou sociale. Mais la décision t'appartient entièrement. J'ai réfléchi quelques minutes à la proposition. En vérité, je n'avais aucun intérêt à exposer publiquement les détails de mon mariage raté. Mon but était d'avancer dans ma vie,
sans rester prisonnière du passé à travers des vengeances publiques. Camille, j'accepte la proposition, ai-je décidé. Je n'ai aucun intérêt à parler de Claude à qui que ce soit en dehors de mes amis proches. Je veux tourner cette page de ma vie le plus rapidement possible. L'avocate semblait satisfaite de ma décision. Parfait, Brigitte. Je vais préparer les documents et nous pourrons tout finaliser la semaine prochaine, bien avant votre voyage. Vous partirez pour Frédéric en tant que femme officiellement divorcée et complètement libre. L'idée de commencer ma nouvelle vie à Frédéric en tant que femme célibataire et indépendante m'a rempli d'un enthousiasme qui frôlait l'euphorie. Ce serait comme une renaissance symbolique débutant ma nouvelle phase de vie dans le lieu de mes rêves. Le lundi, pendant la pause déjeuner, Pascal et moi sommes allés au magasin d'équipements photographiques situé au centre-ville. Le vendeur, un monsieur sympathique nommé Eduardo, m'a montré plusieurs options d'appareils photo adaptés au voyage. Isabelle, Brigitte, pour un premier voyage photographique à Frédéric, je vous recommanderais cet appareil-ci, dit Eduardo, en me montrant un modèle compact mais professionnel. Il est d'excellente qualité, facile à transporter et possède des réglages automatiques qui facilitent la prise en main pour quelqu'un qui recommence. J'ai pris l'appareil dans mes mains, appréciant son poids parfait et sa texture agréable. Eduardo, cet appareil peut-il bien capturer des photos en basse lumière? Je veux photographier Frédéric de jour comme de nuit. Le vendeur a souri avec approbation. Parfaitement, Isabelle. Cet appareil dispose d'un très bon capteur pour les photos nocturnes. Vous pourrez capturer l'illumination des monuments parisiens sans problème. J'ai acheté l'appareil avec une carte mémoire supplémentaire et un étui de protection. Pascal a insisté pour payer l'étui comme cadeau de divorcé. Une plaisanterie qui nous a fait rire tout le long du chemin de retour au bureau. Ce soir-là, chez moi, j'ai passé des heures à expérimenter le nouvel appareil, photographiant les détails de la maison, de la rue, du coucher de soleil depuis ma fenêtre. Chaque photo me rapprochait davantage de cette sensation de liberté créative que j'avais perdue pendant tant d'années. Le mercredi, Camille m'a appelé pour fixer la signature des papiers du divorce au vendredi. Brigitte, Claude sera présent pour signer aussi, mais ce sera une formalité rapide. Vous n'aurez pas besoin de discuter ou d'interagir au-delà du nécessaire pour les documents. La perspective de voir Claude une dernière fois en tant que mon mari m'a causé une légère anxiété, mais pas la peur ou la tristesse que je m'attendais à ressentir. C'était plutôt comme l'anxiété de clore définitivement un chapitre important de ma vie. Le vendredi matin, je suis arrivée au bureau de Camille 10 minutes avant l'heure prévue. Claude était déjà là, assis sur une chaise de l'autre côté du bureau, visiblement mal à l'aise. « Brigitte » a dit Claude en me voyant entrer, essayant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu vas bien ?»« Je vais très bien, Claude. » ai-je répondu calmement, m'asseyant sur la chaise que Camille m'indiquait. « Et toi ?» Il a hésité avant de répondre, attendant clairement une réaction émotionnelle qui n'est pas venue. « Je vais bien aussi. Je pense toujours que nous faisons une erreur, mais si c'est ce que tu veux. » Camille a interrompu avant que je puisse répondre. « Passons aux documents. Monsieur Claude, voici les termes que votre avocat a approuvés. Isabelle, Brigitte, voici votre copie. Lisez attentivement avant de signer. » Le processus de signature a duré moins de 20 minutes. Claude a essayé plusieurs fois d'entamer des conversations sur le passé ou l'avenir, mais j'ai maintenu mes réponses courtes et focalisées sur les aspects légaux. Quand nous sommes sortis du bureau, Claude m'a accompagné jusqu'à la porte de l'immeuble. « Brigitte, si tu changes d'avis sur quoi que ce soit, nous pouvons encore en parler, » a-t-il dit, dans une dernière tentative de garder un certain contrôle sur la situation. « Claude, je ne changerai pas d'avis, » ai-je répondu avec une certitude qui m'a surprise. « Je te souhaite sincèrement d'être heureux, mais notre histoire est terminée. Maintenant, chacun suit son chemin. » J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner, ressentant une liberté complète que je n'avais pas expérimentée depuis plus d'une décennie. Cet après-midi-là, officiellement divorcée et avec le voyage prévu pour la semaine suivante, j'ai commencé les préparatifs finaux pour Frédéric avec une joie pure et sans réserve. Le lundi suivant,
Je me suis réveillée avec une sensation de liberté qui semblait irréelle. J'ai regardé le côté gauche du lit, où pendant tant d'années, il y avait l'oreiller froissé de Claude, et j'ai souri en voyant seulement l'espace vide et bien fait. C'était étrange, comme quelque chose d'aussi simple pouvait représenter tant. Je me suis levée et suis allée préparer mon petit déjeuner, allumant la radio pour écouter les nouvelles. La météo annonçait une semaine ensoleillée, parfaite pour les derniers préparatifs du voyage. Dans 10 jours, je serai à Frédéric, respirant l'air parisien, marchant le long des berges de la Seine. Pascal m'a appelé pendant que je prenais mon café, sa voix enjouée résonnant sur le haut-parleur. « Brigitte, comment as-tu dormi? Première nuit officiellement divorcée. » J'ai dormi comme un ange, ai-je répondu, souriant seul dans ma cuisine. Pascal, c'est incroyable comme je me sens différente. C'est comme si j'avais enlevé un vêtement trop serré que je portais depuis des années. Ma meilleure amie a ri à l'autre bout du fil. Quelle analogie parfaite. Et aujourd'hui, tu as cours avec Isabelle Dubois, n'est-ce pas? Oui, à 14 heures, ai-je confirmé en consultant mon agenda. Elle a dit qu'aujourd'hui, nous allions pratiquer les conversations au restaurant et comment demander son chemin dans la rue. Brigitte, je peux te faire une suggestion? A demandé Pascal, avec ce ton qui indiquait qu'elle préparait quelque chose. Et si on se faisait un déjeuner spécial aujourd'hui, une célébration de ton divorce dans un restaurant français de la ville? L'idée me semblait parfaite. Pascal, j'adore cette suggestion. On peut aller dans ce bistrot français près du centre-ville. Ce sera une excellente occasion de pratiquer ce que j'ai appris en cours. Nous avons convenu de nous retrouver à 11h30 au restaurant. Après avoir raccroché, j'ai choisi une robe que je n'avais pas portée depuis des mois. Une robe bleu marine que Claude critiquait toujours, disant qu'elle était trop voyante. Aujourd'hui, elle me semblait parfaite. Je suis arrivée au bistrot quelques minutes avant Pascal et j'ai demandé une table près de la fenêtre. L'ambiance était chaleureuse, avec des détails qui me rappelaient les photos que j'avais vues des cafés parisiens. J'ai répété mentalement quelques phrases en français en attendant. « Désolé pour le retard », a dit Pascal en arrivant, m'embrassant sur la joue. La circulation était impossible. Oh, quelle belle robe! Depuis combien de temps tu n'avais pas porté cette couleur? Très longtemps, ai-je admis, lissant le tissu de la robe. Claude disait toujours que le bleu ne m'allait pas. Pascal a levé les yeux au ciel, indigné. Brigitte, le bleu est littéralement ta couleur. Ça fait ressortir tes yeux d'une façon incroyable. Une preuve de plus que cet homme s'essayait de diminuer ton estime de soi. Le serveur s'est approché et, à ma surprise, il était français. Une occasion parfaite de pratiquer. « Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que vous désirez boire ?» a-t-il demandé avec un sourire sympathique. J'ai pris une profonde inspiration et répondu en français. « Bonjour, je voudrais un verre de vin blanc, s'il vous plaît. »« Parfait !» s'est exclamé le serveur, visiblement impressionné. « Votre accent est très bon, Isabelle. » Pascal m'a regardé avec admiration. « Brigitte, tu as parlé français parfaitement. Isabelle Dubois fait des miracles. » C'est vraiment une excellente professeure, ai-je acquiescé, ressentant une fierté sincère. Et le plus important, c'est que je m'amuse en apprenant. Ça faisait des années que je n'avais pas pris de plaisir à étudier quelque chose de nouveau. Nous avons commandé nos plats. J'ai choisi un coq au vin, suivant la suggestion du serveur français. Et nous avons discuté des derniers préparatifs du voyage. Pascal avait fait une liste des endroits que je devais absolument visiter. « Brigitte, tu as déjà décidé où tu vas loger à Frédéric ?» a-t-elle demandé en consultant ses notes sur son téléphone. « J'ai réservé un petit hôtel dans le Marais », ai-je répondu. Camille me l'a recommandé. Elle dit que c'est un quartier charmant avec beaucoup de cafés et de galeries d'art. Pascal a approuvé d'un hochement de tête. « Excellent choix. Et tu as déjà pensé à ce que tu vas faire le premier jour ?» J'ai souri, me rappelant mes plans. Je veux me lever tôt et marcher jusqu'à une boulangerie proche pour prendre un petit déjeuner typiquement français. Ensuite, j'irai à la tour Eiffel, non pas pour monter, mais pour la photographier sous différents angles. Tu vas m'emmener ton nouvel appareil photo?
a demandé Pascal, faisant référence à l'achat que nous avions fait la semaine précédente. Bien sûr, je m'entraîne déjà à la maison, ai-je répondu enthousiaste. Hier soir, j'ai photographié le coucher de soleil depuis ma fenêtre et les photos sont magnifiques. Le serveur français a apporté nos plats et j'en ai profité pour pratiquer encore un peu. Merci beaucoup, ça sent délicieux, ai-je dit en humant l'arôme du plat. De rien, Isabelle. Bon appétit, a-t-il répondu en souriant avant de s'éloigner. Pendant le déjeuner, nous avons parlé de comment ma vie avait changé drastiquement en seulement quelques semaines. C'était impressionnant comme des décisions courageuses pouvaient complètement transformer la trajectoire d'une personne. Brigitte, je peux te poser une question personnelle, a dit Pascal, coupant un morceau de son plat. Est-ce que Claude te manque? Ou plutôt, est-ce que quelque chose de la vie que vous aviez ensemble te manque? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Tu sais, Pascal, je pensais que la routine me manquerait plus, la compagnie constante. Mais la vérité, c'est que je me sens plus accompagnée maintenant, seule, que je ne l'étais ces dernières années à ses côtés. Mon ami a acquiescé, comprenant parfaitement. C'est parce que tu étais déjà seule, Brigitte. Être physiquement à côté de quelqu'un qui ne te voit pas, ne t'écoute pas et ne te valorise pas, c'est pire que d'être vraiment seule. Exactement, ai-je approuvé, sentant la vérité de ses paroles. Maintenant, quand je prends des décisions, aussi petites soient-elles, je sens que je suis fidèle à moi-même. Je n'ai plus à me soucier si quelqu'un va me critiquer ou essayer de me dissuader. Après le déjeuner, nous avons marché un peu dans le centre-ville avant que je ne me dirige vers mon cours de français. Pascal m'a accompagné jusqu'à la porte de l'école, me souhaitant bonne chance avec une étreinte chaleureuse. Isabelle Brigitte m'a salué Isabelle Dubois quand je suis entrée dans la salle. Vous semblez rayonnante aujourd'hui. Quelque chose de spécial s'est passé. Mon divorce a été officialisé aujourd'hui, ai-je répondu en portugais, n'ayant pas encore assez de vocabulaire en français pour expliquer des situations aussi complexes. La professeure a souri avec compréhension. Ah, ma chère, alors c'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Frédéric sera parfait pour célébrer votre liberté. Pendant le cours, nous avons pratiqué des situations que je rencontrerai réellement à Frédéric. Comment demander son chemin, demander des recommandations dans les restaurants, acheter des billets pour les musées. Isabelle Dubois m'a enseigné des expressions utiles et a corrigé ma prononciation avec une patience infinie. Brigitte, vous faites des progrès remarquables, a-t-elle dit à la fin du cours. En quelques semaines seulement, vous avez développé une base solide. Frédéric sera une expérience transformatrice pour vous. Je suis sortie du cours en me sentant confiante et préparée. Chaque jour qui passait, le voyage devenait plus réel et plus excitant. Ce n'était pas seulement une destination touristique, mais un symbole de ma nouvelle vie indépendante. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée au supermarché pour acheter quelques courses. C'était étrange comme même faire les courses était devenu plus agréable. Je n'avais plus besoin d'éviter les produits que Claude n'aimait pas ou de m'inquiéter si je dépensais trop pour des articles qu'il considérait comme superflus. En arrivant chez moi, j'ai trouvé un message de Camille sur mon téléphone. « Brigitte, j'espère que tu profites de ton premier jour officiel en tant que femme divorcée. J'ai des nouvelles concernant les derniers détails administratifs. Appelle-moi quand tu peux. » J'ai rappelé immédiatement, curieuse des nouvelles. « Camille, bonsoir. Comment vont les choses ?»« Très bien, Brigitte, » a répondu l'avocate avec satisfaction dans la voix. J'ai reçu aujourd'hui la confirmation finale que tous les documents ont été correctement enregistrés. Tu es officiellement libre de tout lien légal avec Claude Hugo. Cette confirmation m'a apporté un profond soulagement que je ne savais même pas que j'attendais. Camille, tu n'imagines pas comme c'est bon d'entendre ça. Cela signifie que je peux voyager complètement tranquille? Absolument, a-t-elle confirmé. D'ailleurs, Brigitte, puis-je te dire que j'admire beaucoup ton courage. Beaucoup de femmes dans ta situation mettraient des années à prendre les décisions que tu as prises en quelques semaines. Camille, je crois
que j'attendais juste la bonne opportunité pour être courageuse, ai-je réfléchi. La trahison de Claude a été terrible, mais c'était aussi le coup de pouce dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon et j'ai regardé autour de moi. L'appartement semblait différent, plus léger, plus le mien. Les espaces autrefois occupés par les affaires de Claude étaient maintenant remplis de mes propres objets et de plantes. J'ai pris mon nouvel appareil photo et j'ai commencé à photographier des détails de la maison. La lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre, les fleurs que j'avais achetées pour égayer le salon, mes livres de français éparpillés sur la table. Chaque photo représentait un morceau de ma nouvelle réalité. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère, qui vivait dans une autre ville. « Maman, j'ai des nouvelles importantes à te raconter. »« Brigitte, ma chérie, je t'écoute, » a-t-elle dit, avec cette attention maternelle qui m'apaisait toujours. Aujourd'hui, mon divorce avec Claude a été officiellement finalisé. Ai-je annoncé, préparé à sa réaction. Il y a eu quelques secondes de silence avant qu'elle ne réponde. « Ma fille, si c'est ta décision, je te soutiens complètement. Tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour ta vie. »« Merci, maman, » ai-je dit, sentant des larmes de gratitude dans mes yeux. « Et il y a plus. Dans une semaine, je pars pour Frédéric, seule. »« Frédéric » s'est-elle exclamée avec un enthousiasme sincère. « Brigitte, c'est merveilleux. Tu as toujours rêvé de connaître Frédéric. » Nous avons parlé pendant presque 1 heure de mes projets de voyage, des cours de français, de comment je me sentais. Ma mère a manifesté une fierté qui m'a profondément émue. Avant de dormir, j'ai fait une liste mentale de tout ce qu'il me restait à faire pour le voyage. Finaliser ma valise, confirmer l'hôtel, changer de l'argent, acheter un adaptateur de prise. Chaque élément de la liste me remplissait d'attentes. Je me suis couchée avec un sourire aux lèvres, pensant à comment ma vie avait complètement changé en si peu de temps. Dans quelques jours, je marcherai dans les rues de Frédéric comme une femme complètement libre et indépendante. Cet après-midi de jeudi, exactement 1 semaine avant mon voyage à Frédéric, j'ai reçu un appel inattendu de Claude. J'étais en train d'organiser mes documents de voyage quand le téléphone a sonné, affichant son numéro à l'écran. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre, curieuse de savoir pourquoi il me contactait après tant de temps sans parler. « Brigitte, je dois te parler de quelque chose d'important, » a dit Claude dès que j'ai décroché, sa voix chargée d'un sérieux qui m'a mise en alerte. « Que veux-tu, Claude ?» ai-je demandé directement, n'ayant pas la patience pour les détours après tout ce qui s'était passé entre nous. Il a respiré profondément avant de continuer. « Brigitte, je sais que tu planifies ce voyage à Frédéric, mais il faut que tu reconsidères. C'est très cher, surtout maintenant que nous sommes séparés et que tu dois subvenir seule à tes besoins. » J'ai senti un mélange d'incrédulité et de colère monter dans ma poitrine. « Claude, tu es sérieux ?» J'ai économisé pendant 2 années entières pour ce voyage. Chaque centime a été planifié et mis de côté avec beaucoup d'efforts. « Je sais, Brigitte, mais réfléchis rationnellement, » a-t-il insisté, utilisant ce ton paternaliste qui m'irritait profondément. « Frédéric est très cher, l'euro est élevé et tu n'as plus la sécurité financière du mariage. Ce serait plus raisonnable de garder cet argent pour les urgences. » Je suis restée silencieuse quelques secondes, digérant l'audace de cet homme. Après m'avoir trompée, après avoir menti sur son propre voyage, il avait encore le courage d'essayer de contrôler mes plans et ma vie financière. « Claude, ma décision est prise, » ai-je répondu fermement. « Ce voyage représente beaucoup plus que ce que tu peux comprendre. C'est un symbole de mon indépendance et de ma nouvelle vie. »« Brigitte, s'il te plaît, sois raisonnable, » a-t-il continué, clairement frustré par ma réponse. « Annule cette folie et utilise l'argent plus intelligemment. Tu as toujours été trop impulsive avec ces histoires de rêves et de fantaisies. » J'ai raccroché sans répondre, sentant une colère que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Comment osait-il encore se croire en droit d'avoir une opinion sur ma vie et mes rêves? J'ai respiré profondément, essayant de ne pas laisser ces paroles affecter ma détermination. 3 jours plus tard, dimanche matin, j'ai décidé de passer par notre ancienne maison
pour récupérer quelques livres que j'avais oubliés sur l'étagère du salon. J'avais encore les clés et Claude avait dit qu'il ne serait pas dérangé par des visites rapides pour récupérer des effets personnels. En entrant dans la maison, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange dans le couloir menant à la chambre. 2 grandes valises étaient appuyées contre le mur, clairement préparées pour un voyage. Je me suis approchée avec une curiosité grandissante, reconnaissant les valises que Claude utilisait toujours pour ses voyages d'affaires. Je les ai ouvertes sans hésiter, poussée par une intuition que je ne pouvais ignorer. À l'intérieur, j'ai trouvé des vêtements d'été, des bermudas colorés, des polos, des lunettes de soleil coûteuses et même une nouvelle crème solaire. Mon cœur a commencé à s'accélérer quand j'ai vu les étiquettes des achats, toutes datées des derniers jours. Dans la 2e valise, j'ai trouvé plus de preuves, un guide touristique de Marseille, des vouchères d'hôtels imprimées et même un itinéraire détaillé d'activités. Claude avait planifié un voyage complet au Mexique, exactement pendant la même période où je serais à Frédéric. Je me suis assise sur le lit où nous avions dormi ensemble pendant tant d'années, tenant les papiers de mes mains tremblantes. Ce n'était pas qu'un voyage d'affaires, c'était un voyage de loisirs avec des amis, vers une destination paradisiaque pendant qu'il essayait de me convaincre d'annuler mon voyage de rêve en invoquant des problèmes financiers. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé immédiatement, ma voix tremblant d'indignation quand il a répondu. « Claude, peux-tu m'expliquer les valises dans la chambre et les vouchers pour Marseille ?» ai-je demandé directement, sans préambule ni courtoisie. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne avant qu'il ne réponde. « Brigitte, je peux t'expliquer. C'est un voyage d'affaires qui s'est présenté à la dernière minute. Une opportunité importante pour ma carrière. Un voyage d'affaires avec des bermudas hawaïens et un guide touristique, Claude ?» ai-je rétorqué, feuilletant les pages du guide que j'avais trouvé dans sa valise. Et par hasard, cette opportunité de carrière inclut des activités comme la nage avec les dauphins et des balades en catamaran. « Brigitte, tu exagères la situation, » a-t-il dit, clairement mal à l'aise d'avoir été découvert. C'est un voyage avec quelques collègues, oui, mais il y a des aspects professionnels importants impliqués. Et tu as trouvé approprié de me demander d'annuler mon voyage pour des raisons financières pendant que tu planifiais secrètement d'aller à Marseille, ai-je questionné, sentant des larmes de colère me brûler les yeux. Claude a soupiré avec impatience avant de répondre. « Brigitte, tu ne comprendrais pas. C'est un truc d'homme. Parfois, nous avons besoin de ces moments entre amis pour soulager le stress du travail. C'est différent de ton voyage romantique à Frédéric. » Ces mots ont été comme une gifle. « Un truc d'homme !» ai-je répété, incrédule. « Claude, tu me dis que ton voyage est plus important que le mien parce que tu es un homme. Ce n'est pas exactement ça, Brigitte, essaya-t-il d'expliquer, mais sa voix trahissait qu'il savait exactement comment ces mots sonnaient. C'est que vous, les femmes, vous ne comprenez pas toujours les besoins sociaux masculins. J'ai raccroché le téléphone sans pouvoir articuler une réponse appropriée à tant d'arrogance. Je suis restée assise dans ma chambre pendant quelques minutes, laissant la réalité de la situation s'installer complètement dans mon esprit. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui changerait définitivement le cours des événements. J'ai saisi mon portable et appelé Camille, mon avocate, lui expliquant rapidement la situation et demandant des conseils sur les prochaines étapes à suivre. « Brigitte, tu as toutes les preuves nécessaires pour accélérer la procédure de séparation des biens, » a dit Camille après avoir écouté mon récit. « Et compte tenu de son comportement, nous pouvons demander des mesures plus strictes. Camille, je veux que tu fasses changer les serrures de cette maison immédiatement, » ai-je dit, surprise par ma propre détermination. « Et je veux que tu sois là quand il reviendra de Marseille. » Mon avocate est restée silencieuse quelques secondes, visiblement en train de réfléchir à ma demande. « Brigitte, es-tu sûre de vouloir prendre des mesures aussi drastiques? Cela va rendre la situation beaucoup plus conflictuelle. »« Camille, j'en suis absolument certaine, » ai-je répondu, regardant autour de la chambre qui ne serait bientôt plus mon foyer conjugal. Il a menti, manipulé, et a même eu l'audace d'utiliser des arguments sexistes pour justifier son comportement.
Je ne tolérerai plus cela. Pendant la semaine suivante, tandis que Claude profitait de ses vacances à Marseille en postant des photos sur les réseaux sociaux avec ses amis, j'ai coordonné avec Camille tous les détails de l'opération que nous planifions. Nous avons engagé un serrurier de confiance, organisé la documentation nécessaire et préparé une stratégie juridique solide. Pascal m'a accompagné tout au long du processus, m'offrant un soutien émotionnel et pratique. « Brigitte, tu prends la bonne décision », a-t-elle dit pendant que nous supervisions le changement des serrures. « Cet homme ne mérite pas une minute de plus de ta considération. » Le jeudi matin, exactement quand Claude devait rentrer de son voyage, Camille et moi nous sommes positionnés dans le salon de la maison, attendant son arrivée. J'avais répété mentalement ce que je dirais, mais je savais que la situation serait émotionnellement intense. À 10h15, nous avons entendu le bruit familier de la voiture de Claude, se garant dans le garage. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu ses tentatives frustrées d'ouvrir la porte d'entrée avec les anciennes clés. « Brigitte, Brigitte, ouvre la porte !» a-t-il crié de l'extérieur, clairement confus et irrité. « Mes clés ne fonctionnent pas !» Camille m'a fait un signe de tête indiquant qu'il était temps d'affronter la situation. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte lentement, trouvant Claude avec ses bagages dans les mains et une expression de totale incompréhension sur le visage. « Brigitte, qu'est-ce que c'est qui se passe ici, bon sang ?» a-t-il demandé, essayant d'entrer dans la maison, mais en étant empêché par ma position ferme à la porte. « Claude, je te présente maître Camille Carvalho, mon avocate, » ai-je dit calmement, désignant Camille qui s'est approchée avec une pochette de documents dans les mains. « Monsieur Claude Hugo, » a dit Camille d'une voix professionnelle et autoritaire, « je suis ici pour formaliser le début de la procédure de séparation judiciaire et vous remettre les documents pertinents. » Claude nous a regardés, Camille et moi, avec une expression mêlant choc et d'indignation. « Brigitte, tu ne peux pas être sérieuse. À cause d'un simple voyage entre amis ?»« Claude, ce n'est pas à propos du voyage, » ai-je répondu, ressentant un calme surprenant face à la situation. « C'est à propos d'années de manque de respect, de manipulation et de mensonges. Le voyage n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Camille a tendu les documents à Claude, qui les a pris de ses mains visiblement tremblantes. « Monsieur Hugo, toutes les procédures légales sont menées dans la plus stricte légalité. Isabelle Hugo a des droits qui seront rigoureusement respectés. Brigitte, nous devons parler de cela calmement, » a tenté Claude, utilisant le ton conciliant que je connaissais bien. « Nous pouvons tout régler entre nous, sans avocat ni complications. »« Claude, le temps des discussions est passé depuis longtemps, » ai-je répondu, croisant les bras. « Tes actions ont clairement démontré tes priorités et ton manque de respect envers moi et notre mariage. » À ce moment-là, regardant l'homme que j'avais autrefois profondément aimé, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la fin définitive d'une phase de ma vie, mais soulagement d'avoir enfin trouvé le courage de défendre ma dignité et mes rêves. Les serrures ont été changées et tu n'as plus accès à cette maison, ai-je informé, gardant ma voix ferme malgré l'émotion. Tous vos effets personnels seront emballés et disponibles pour récupération à l'heure convenue. Claude est resté immobile à la porte pendant quelques secondes, semblant réaliser l'irréversibilité de la situation. Quand il a finalement compris qu'il n'y avait plus de place pour les manipulations ou les arguments, j'ai vu dans ses yeux une résignation que je n'avais jamais vue auparavant. « Brigitte, j'espère que tu sais ce que tu fais, » a-t-il finalement dit en prenant ses valises et en marchant vers la voiture. « Claude, pour la première fois depuis des années, je sais exactement ce que je fais, » ai-je répondu, fermant définitivement la porte entre nous. 6 mois plus tard, j'étais assise au café du coin près de mon nouvel appartement, observant l'animation matinale de la ville à travers la fenêtre. Le soleil d'octobre illuminait les feuilles dorées des arbres, créant une atmosphère qui me rappelait constamment les jours magiques que j'avais passés à Frédéric. Je tenais entre mes mains une tasse de café fumant et une enveloppe arrivée par courrier ce matin-là,
envoyé par le cabinet de Camille. Brigitte, tu es radieuse aujourd'hui, a commenté Pascal, arrivant au café avec son sourire habituel et s'asseyant sur la chaise en face de moi. Ce bronzage parisien n'est pas encore complètement parti, n'est-ce pas? J'ai souri, touchant inconsciemment mon visage qui gardait encore un léger doré des jours ensoleillés passés à marcher dans les rues de Frédéric. Pascal, je pense que ce n'est pas seulement le bronzage. C'est comme si j'étais renée pendant ce voyage. Ma meilleure amie a pris le menu, mais ses yeux curieux ne quittaient pas l'enveloppe que je tenais. Et cette correspondance mystérieuse, elle a l'air officielle. C'est du cabinet de Camille, ai-je expliqué, ouvrant soigneusement l'enveloppe. Les derniers documents du divorce. Officiellement, toutes les procédures sont terminées. J'ai sorti les papiers et les ai examinés rapidement. Camille avait joint une lettre explicative informant que Claude avait respecté tous les accords établis, y compris le transfert de sa part de la maison à mon nom. J'étais maintenant, légalement et à tous égards, une femme complètement indépendante. « Comment te sens-tu » a demandé Pascal, observant mon expression pendant que je lisais les documents. « Libre » ai-je répondu sans hésiter, rangeant les papiers dans l'enveloppe. Complètement libre. C'est étrange comme une sensation si simple peut sembler si révolutionnaire. Le serveur s'est approché de notre table et j'ai immédiatement reconnu le jeune Français qui travaillait là depuis que le café avait changé de direction 2 mois auparavant. « Bonjour mesdames, qu'est-ce que vous désirez ce matin ?» a-t-il demandé avec son accent charmant. « Bonjour, Urbain » ai-je répondu naturellement en français, fier de la fluidité que j'avais développée. Je voudrais un croissant aux amandes et un autre café, s'il vous plaît. Urbain a souri avec une approbation sincère. Parfait, Isabelle Brigitte. Votre français s'améliore chaque jour. Pascal m'a regardé avec admiration pendant que Urbain prenait sa commande en portugais. Brigitte, c'est incroyable, comme tu as maintenu ton français après le voyage. Les cours avec Isabelle Dubois ont vraiment fonctionné. J'ai continué à étudier après mon retour. Ai-je expliqué, remuant le sucre dans mon café. En fait, je me suis inscrite à un cours avancé. Je veux retourner à Frédéric l'année prochaine, mais cette fois pas comme touriste. Je veux vraiment vivre la ville. Mon ami a haussé les sourcils, intrigué. Vivre la ville? Brigitte, tu prévois de déménager à Frédéric? J'y pense sérieusement, ai-je admis, surprise par mon propre courage en verbalisant le rêve que je nourrissais silencieusement. Il y a une opportunité de travail dans une entreprise d'import-export qui a une filiale à Frédéric. Ce serait un transfert temporaire de 2 ans. Pascal est restée silencieuse quelques secondes, assimilant ma révélation. Brigitte, c'est incroyable. Mais c'est aussi un changement énorme. Tu te sens prête pour quelque chose d'aussi radical. Urbain a apporté nos commandes. Et j'ai profité de ce moment pour organiser mes pensées avant de répondre à la question de mon ami. Le croissant était parfait, me rappelant les petites déjeuners que je prenais dans la petite boulangerie près de mon hôtel dans le Marais. Pascal, ces 6 derniers mois, j'ai découvert que je suis capable de beaucoup plus que ce que j'imaginais, ai-je finalement dit, regardant par la fenêtre la rue animée. Quand j'étais mariée à Claude, mon monde était devenu si petit, si limité par ses opinions et ses attentes. Mon amie a acquiescé, se souvenant clairement des années où elle m'avait vu dépérir lentement dans ce mariage étouffant. Et maintenant je sens que le monde entier s'ouvre à moi, ai-je répondu, sentant une excitation grandissante. Frédéric m'a montré que je peux être indépendante, courageuse, aventurière. Je peux prendre des décisions basées uniquement sur ce que je veux et ce qui est le mieux pour moi. Pascal a souri, mais j'ai perçu une pointe de tristesse dans ses yeux. Tu vas me manquer si tu déménages à Frédéric, mais je sais aussi que c'est exactement le type d'aventure dont tu as besoin. Ce n'est pas encore définitif, ai-je vite précisé. Je dois passer quelques entretiens et remplir certaines conditions, mais pour la première fois depuis des années, je poursuis activement un rêve au lieu de simplement en rêver. À ce moment-là, mon portable a vibré avec un message. C'était Camille,
me demandant si je pouvais passer à son bureau plus tard pour signer quelques documents finaux. J'ai confirmé l'heure et rangé mon téléphone. « Camille s'occupe encore des derniers détails ?» a demandé Pascal, finissant son café. « Oui, mais ce ne sont que des formalités, » ai-je expliqué. En fait, Camille est devenue plus qu'une avocate. Elle est une mentor, une amie. C'est elle qui m'a parlé de l'opportunité de travail à Frédéric. Pascal a souri avec cette expression maternelle qu'elle avait toujours quand elle me voyait prendre des décisions positives. « Brigitte, c'est beau de voir comment tu as attiré des personnes incroyables dans ta vie après t'être libérée de l'influence toxique de Claude. » La mention de mon ex-mari ne me causait plus la douleur aiguë que je ressentais dans les premiers 6 mois après notre séparation. Claude était devenu juste un souvenir lointain, une phase dépassée de ma vie. « Tu sais ce qui est le plus intéressant, Pascal ?» ai-je dit, en cassant un morceau de croissant. Parfois je me demande comment j'ai pu vivre tant d'années sans réaliser à quel point j'étais diminuée. C'était comme si j'avais complètement oublié qui j'étais vraiment. Mon ami m'a observé attentivement avant de répondre. « Brigitte, je pense que tu n'avais pas oublié. Je pense que tu attendais simplement le bon moment pour t'en souvenir. » Après le café, nous avons marché ensemble jusqu'au bureau où je travaillais. Ces derniers 6 mois, j'avais assumé de plus grandes responsabilités dans l'entreprise, coordonnant des projets internationaux qui me donnaient une satisfaction professionnelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Brigitte, avant que tu montes, » a dit Pascal, s'arrêtant à la porte de l'immeuble, « je veux que tu saches à quel point j'admire ton courage. Tu es devenue une inspiration pour toutes les femmes qui connaissent ton histoire. » J'ai embrassé ma meilleure amie, ressentant une profonde gratitude d'avoir quelqu'un d'aussi spécial à mes côtés durant tout ce parcours de transformation. « Pascal, sans ton soutien, je n'aurais jamais trouvé la force de prendre les décisions que j'ai prises. Durant ma journée de travail, je me suis consacrée au projet avec une énergie renouvelée. Chaque rapport que je rédigeais, chaque négociation que je menais, renforçait ma confiance dans mes capacités professionnelles. C'était incroyable de voir comment l'estime de soi retrouvée se reflétait dans tous les domaines de ma vie. En fin d'après-midi, je suis allée au bureau de Camille pour signer les documents finaux. Elle m'a accueillie avec son sourire chaleureux habituel, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial dans son expression. « Brigitte, j'ai des nouvelles concernant l'opportunité à Frédéric », a dit Camille en organisant quelques papiers sur son bureau. « L'entreprise a confirmé son intérêt pour ta candidature. Ils ont été impressionnés par ton profil et ta maîtrise du français. » J'ai senti mon cœur s'accélérer à cette nouvelle. « Camille, cela signifie que j'ai des chances réelles d'obtenir le poste ?»« Plus que des chances, a-t-elle répondu, en me tendant une élégante enveloppe. « Cela signifie que tu as été présélectionné pour la phase finale du processus. Ils veulent que tu ailles à Frédéric le mois prochain pour des entretiens en personne. » J'ai pris l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes, ayant du mal à croire que mon rêve de vivre à Frédéric pourrait devenir réalité si rapidement. « Camille, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » L'avocate s'est levée et a contourné le bureau, posant une main maternelle sur mon épaule. « Brigitte, tu n'as pas besoin de me remercier. C'était un privilège d'accompagner ta transformation d'une femme subjuguée en une personne forte et indépendante. » Je suis sortie du bureau de Camille en marchant sur un nuage, l'enveloppe de l'entreprise parisienne soigneusement rangée dans mon sac. Les rues de la ville semblaient différentes, plus colorées, pleines de possibilités infinies. Ce soir-là, assise sur le balcon de mon appartement, j'ai appelé ma mère pour partager les nouvelles. Donna Conceição a tout écouté attentivement, émettant de petits sons d'approbation et de fierté. « Ma fille, depuis toute petite, tu rêvais de connaître le monde, » a dit ma mère quand j'ai fini de lui parler de l'opportunité. « Maintenant, tu as la chance non seulement de le connaître, mais de vivre pleinement tes rêves. »« Maman, parfois j'ai peur d'être trop impulsive, » ai-je avoué, en observant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Ma mère est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre avec cette sagesse qui me rassurait toujours. « Brigitte, l'impulsivité, c'est prendre des décisions sans penser aux conséquences.
Le courage, c'est prendre des décisions conscientes malgré les peurs. Tu es courageuse, pas impulsif. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée sur le balcon pendant quelques heures encore, réfléchissant au parcours incroyable que j'avais vécu ces derniers 6 mois. D'une femme qui demandait la permission de rêver, je m'étais transformée en une personne qui poursuivait activement ses objectifs les plus ambitieux. L'enveloppe de l'entreprise parisienne était posée sur la table du salon, représentant des possibilités qui, 6 mois auparavant, semblaient complètement hors de portée. Quel que soit le résultat des entretiens, j'avais déjà acquis quelque chose de bien plus précieux. La certitude que j'étais capable de créer la vie que je souhaitais vivre. En regardant les lumières de la ville qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, j'ai souri en pensant comment un voyage à Frédéric était devenu bien plus que des vacances. C'était devenu le premier chapitre d'une vie complètement nouvelle. Une vie où j'étais la protagoniste de mes propres décisions et l'architecte de mes propres rêves.